did as well, and then that's when it just started getting out of control. The father killed his wife and son and Double murder suicide. Voilà ce que hurlaient les gros titres. Chris Benoit, son épouse Nancy et leur fils de 7 ans, Daniel, tous disparus. La version officielle? Un meurtre-suicide perpétré dans la maison de Benoit, en Géorgie. Mais les choses étaient-elles vraiment aussi simples? Ou bien se cachait-il quelque chose de bien plus sombre, de bien plus insidieux? Dès l'annonce de la nouvelle, le monde entier fut sous le choc. L'une des plus grandes stars de la WWE, un homme salué comme l'un des meilleurs catcheurs techniques de sa génération, se retrouvait soudain au cœur de la tragédie la plus horrifiante de l'histoire du catch. Pourtant, voici une vérité que personne ne veut aborder. L'histoire qu'on vous a racontée n'est peut-être pas toute l'histoire. Ce qui s'est réellement produit dans cette maison le 25 juin 2007 fut rapidement étouffé, emballé pour la presse et enterré sous une étiquette bien propre. Double meurtre-suicide. La police a agi vite, les médias ont répandu cette version partout, et la WWE empire de plusieurs milliards de dollars ayant tout à perdre, la police pour en faire sa propre version des faits. Et ainsi, du jour au lendemain, le crime le plus choquant de l'histoire du catch fut désinfecté pour la consommation publique. Pourtant, même un simple coup d'œil aux rapports officiels soulève de sérieuses interrogations. L'enquête donne l'impression d'être inachevée, précipitée, presque suspectement peu détaillée pour un événement d'une telle ampleur. La tragédie de Benoit recèle-t-elle davantage que ce qu'on nous a laissé croire? Avant d'entrer dans le vif du sujet, reconstituons ce qui s'est passé dans les jours précédents. L'un des voisins de la famille Benoit était Holly Schreppe, une femme aimable, proche d'eux et bien au courant de leurs habitudes. Elle a fourni 2 déclarations différentes dans cette affaire, une orale, suivie d'une écrite. Dans sa déclaration verbale, elle a décrit le vendredi matin précédant les meurtres. Le vendredi 22 juin, à 8h30, Holly affirme avoir vu Chris déposer Daniel à un camp d'équitation, qu'il fréquentait régulièrement en semaine et qui se trouvait juste à côté de chez elle. Selon elle, Chris conduisait de façon erratique en remontant l'allée pour déposer son fils. Cependant, sa déclaration écrite diffère légèrement. Plutôt que de décrire Chris conduisant de manière imprudente dans l'allée, Holly a écrit qu'il s'était arrêté au bout de celle-ci. Bien qu'il s'agisse d'un détail apparemment mineur, cela pourrait remettre en question la fiabilité des témoignages de Schreppe. Plus tard ce même vendredi 22 juin, la famille Benoit a organisé un barbecue chez eux. Des reçus d'achats effectués ce jour-là au supermarché Publix ont par la suite été retrouvés sur les lieux. L'un des éléments les plus troublants provient d'une déclaration de Chavo Guerrero, collègue catcher et bon ami de Chris. Dans un article du magazine de la WWE, il a affirmé avoir parlé au téléphone avec Chris vendredi soir. Après environ 45 minutes de conversation, Chris aurait mentionné qu'on frappait à sa porte. Chavo aurait alors entendu une sorte de lutte avant que la communication ne soit brutalement coupée. Bien qu'aucune preuve concrète de cet appel ou de cet article n'ait été retrouvée, le samedi 23 juin, le lendemain du barbecue, Chris aurait appelé Chavo pour lui dire que toute la famille souffrait d'une intoxication alimentaire. Un historique de recherche internet a été relevé le samedi vers 16h. Il ne contenait qu'un seul mot, Elia. 2 théories circulent à ce sujet. Soit Chris cherchait Eli le prophète, soit il cherchait Elia Burke, qui avait été le dernier adversaire de Chris avant sa mort. Ce point prendra toute son importance lorsque nous examinerons la scène du crime. Tout au long de l'après-midi, Chris aurait téléphoné à sa voisine Holly ainsi qu'à Chavo. Il aurait expliqué à Holly que Daniel et Nancy souffraient d'une intoxication alimentaire, donc que Daniel ne viendrait pas au camp. À Chavo, il aurait dit qu'il avait trop dormi et manqué un vol pour un événement. Holly a précisé qu'il était inhabituel pour Chris de l'appeler. En revanche, il n'était pas rare qu'il appelle Chavo. Ce dernier, toutefois, a déclaré que Chris semblait groggy au téléphone. « Rappelle-moi tout de suite. »« Eh, Chavo. Salut, mec, ça va ?» Il avait vraiment l'air bizarre. Un message texte envoyé par Nancy à Chris vers 4h50 du matin, le dimanche 24 juin, semblait avoir été rédigé par Nancy elle-même. Cependant, ce message n'apparaissait pas comme reçu sur le téléphone de Chris. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Dimanche matin, Chris a envoyé des SMS identiques à Chavo et à Scott Armstrong, un arbitre, indiquant l'adresse de sa maison. Ces messages semblaient donner des instructions pour venir chez lui. Les chiens seraient dans l'enceinte fermée autour de la piscine et la porte latérale du garage serait ouverte. Or, ces mêmes messages ont été envoyés depuis le téléphone de Nancy. Troublé par ces messages, ainsi que par le comportement de Chris et ses affirmations selon lesquelles sa famille était malade, Chavo et Scott ont alerté des représentants de la WWE.
qui ont alors demandé une vérification de bien-être auprès des autorités. Vers 14h30, le lundi 25 juin 2007, l'officier Donna Mundy s'est rendu au 130 Green Metal Lane suite à cette demande de vérification. Selon son rapport, elle n'a pas pu pénétrer dans la propriété car les chiens étaient en liberté, bien que les SMS aient indiqué qu'ils seraient enfermés. Ce qui est préoccupant, c'est que les policiers n'ont pas correctement fouillé la maison. Au lieu de faire appel à une unité cynophile ou à des renforts, ils ont demandé à Holly Shreppe, la voisine, d'entrer la première pour maîtriser les chiens. Cette décision non seulement mettait en danger une tierce personne, mais contaminait également la scène de crime, jetant les bases d'une enquête extrêmement bâclée. Le rapport de police indique que Holly est entrée dans la maison, a couru à l'étage chercher Daniel, puis est ressortie à... Okay, great. So, okay, man. And he goes, shovel. Shovel. I go, yeah? And he goes, I love you. And I'm like, okay, brother, I got... Voici ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Nancy, vraisemblablement tuée avant Daniel et Chris, a été découverte dans une pièce à l'étage, à côté d'un oreiller et d'une Bible. Ses mains étaient liées ensemble puis enroulées autour de son cou à l'aide d'un câble coaxial, et ses pieds étaient attachés avec du ruban adhésif noir trouvé dans la maison. Les enquêteurs ont estimé, d'après le degré de décomposition, que Nancy était décédée le vendredi 22 juin. Toutefois, ils n'ont pas pris en compte un élément crucial. La pièce où elle se trouvait était extrêmement chaude, à 28 degrés Celsius, 82 degrés Fahrenheit, ce qui aurait pu accélérer la décomposition et suggérer qu'elle était en réalité morte plus tard. Daniel a été retrouvé dans sa chambre, allongé dans une position de sommeil sur son lit. Sa chambre était plus fraîche que la première, mais restait suffisamment chaude, 22 degrés Celsius, pour accélérer le processus de décomposition. Il n'était pas ligoté, mais on l'a découvert avec une autre Bible, une Bible pour enfants appuyée contre sa main. L'un des détails les plus étranges concernant Daniel était une prétendue marque de piqûre sur son bras, mentionnée dans le rapport de police, bien que son importance n'ait jamais été expliquée. Enfin, Chris a été retrouvé dans une pièce au rez-de-chaussée, lui aussi ligoté et décédé. Le médecin légiste a conclu qu'il était mort d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant, vraisemblablement un haltère, retrouvé également sur les lieux. Il est important de souligner que, bien que la conclusion officielle ait été un meurtre-suicide, de nombreuses questions restent sans réponse et de nombreuses incohérences alimentent les spéculations quant à ce qui s'est réellement produit dans la maison des Benoît. Et n'oublions pas que les détails continuent de s'accumuler, formant un tourbillon croissant de questions et de contradictions. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui s'est passé, mais aussi de comprendre pourquoi tant de choses ont mal tourné, pourquoi les preuves ont été mal gérées et pourquoi autant d'incohérences persistent. Le rapport de police lui-même est devenu un document empreint de confusion, témoignant d'une enquête profondément défaillante. Songez aux détails apparemment anodins des chiens. Le message texte indiquait qu'ils étaient en sécurité. Pourtant les policiers les ont trouvés en liberté, une violation critique des procédures. La décision de faire entrer en premier lieu une voisine, Holly Shreppe, dans la maison, contournant ainsi les protocoles appropriés, a irrémédiablement contaminé la scène de crime. C'est une cascade d'erreurs, chacune obscurcissant davantage la vérité. Puis il y a le corps de Chris. D'abord décrit comme étant en position verticale, les témoignages ultérieurs parlent de pendaison. Une divergence mineure, peut-être, mais qui révèle un manque de clarté et de cohérence dans les observations sur place. Le sang séché sur son nez et ses doigts, initialement notés, semble ensuite avoir disparu, une série d'événements déroutantes. Comment des éléments de preuve médico-légaux aussi cruciaux peuvent-ils simplement s'évanouir? La décision de transporter les corps avant d'avoir prélevé des échantillons s'est révélée catastrophique. Était-ce une simple négligence, de l'incompétence ou quelque chose de plus sinistre? Les éraflures sur les jambes, le pied, le bras et la main de Chris, des blessures inexpliquées qui exigent des réponses. La serviette déchirée autour de son cou, maintenue par du ruban adhésif, un détail qui soulève de profondes interrogations sur les circonstances de sa mort. L'a-t-il lui-même fixé avec du ruban? Si oui, pourquoi? Et pourquoi ce détail significatif n'a-t-il pas été signalé plus tôt? La découverte d'un mot de suicide, apparemment confirmant la thèse du meurtre-suicide, paraissait presque trop commode. Le texte lui-même, « Je me prépare à quitter cette terre », manquait de l'émotion brute et du désespoir qu'on pourrait attendre d'un homme sur le point de commettre un acte aussi extrême. Il était clinique, détaché, presque, répété. Puis il y a les incohérences concernant la consommation d'alcool. Des caisses vides de bière et de vin ont été retrouvées, suggérant une soirée d'alcool.
Pourtant, les analyses toxicologiques n'ont révélé aucune trace d'alcool dans le système de Chris ou de Nancy. Nancy avait acheté cet alcool ainsi que de la nourriture pour un barbecue, comme le prouvent les reçus en sa possession, confirmant ses préparatifs. Pourtant, aucun test ADN n'a été effectué sur les contenants vides. Pourquoi? Que essayait-on de cacher? La présence de stéroïdes et d'antalgiques prescrits à Nancy complique davantage le tableau. Ces substances, bien qu'absentes du système de Chris, constituent une autre pièce d'un puzzle qui refuse de s'assembler. Le bâillon improvisé, une chaussette ensanglantée avec des cheveux collés retrouvés dans la poubelle, révèle un élément troublant de violence et de contrainte. L'ADN a confirmé qu'il avait été utilisé sur Nancy, mais l'ADN de Chris était remarquablement absent. Cela suggère la présence d'une autre personne, quelqu'un qui a immobilisé Nancy puis a dissimulé sa propre implication. Le couteau apparemment inoffensif trouvé sous le lit de Daniel, propre et non utilisé, soulève d'autres questions. Pourquoi était-il là? Et pourquoi les enquêteurs ont-ils attendu une semaine avant de le saisir, le laissant ainsi exposé à toute possibilité de manipulation? Le contenu du coffre-fort de Nancy, des photos montrant des blessures sur son visage, dessine le portrait d'une femme ayant subi de la violence par le passé. Les enquêteurs ont jugé ces blessures sans lien avec Chris, mais cela soulève une question cruciale. Qui les lui a infligées? Et que cachait Nancy? Holly Shrepé, la voisine, affirme avoir découvert à la fois Daniel et Nancy, contredisant ainsi le rapport de police initial. Cette divergence, apparemment mineure, met en lumière l'insuffisance. It was a particularly brutal and vicious murder. It was something that showed some sign of real rage. Chris was just this gentle. Le témoignage de Pam Clark et de Sandra Topalini, respectivement amie et sœur de Nancy, révèle un schéma de tension conjugale, de disputes à propos d'argent et d'assurance, ainsi que des rumeurs d'infidélité. La crainte de Nancy face à l'infidélité de Chris, combinée à la découverte sur les lieux d'un deuxième téléphone prépayé, burner phone, dessine le portrait d'une femme vivant dans une anxiété et une peur constante. Comme souvent, Internet est devenu un terrain fertile pour les spéculations et les théories du complot. L'une des plus persistantes implique Kevin Sullivan, ancien ami de Chris et lutteur expérimenté. Kevin et Nancy avaient une histoire complexe. Ils avaient été mariés l'un à l'autre et faisaient tous deux partie de la faction Dungeon of Doom à la WCW. Le passé de Kevin en tant que performé satanique, combiné aux thèmes religieux omniprésents dans l'affaire, donne à cette théorie une résonance troublante. Le fait que les meurtres aient eu lieu environ 10 ans après le divorce de Kevin et Nancy a encore alimenté les spéculations. Le récit de Chavot, affirmant avoir entendu frapper à la porte suivi d'une altercation audible, renforce l'hypothèse qu'une personne est entrée dans la maison, peut-être de manière non désirée. L'absence d'effraction suggère que l'auteur des faits était soit connu de la famille, soit aidé par quelqu'un qui l'était. L'importance du coup frappé à la porte ne peut être sous-estimée. Cela indique une forme de tromperie, une tentative délibérée d'entrer sous de faux prétextes. Cela remet en cause la version d'une tragédie strictement interne et suggère une implication extérieure. Les détails continuent de s'accumuler, créant un récit de plus en plus complexe, un tableau troublant. C'est l'histoire d'un couple en crise, d'infidélité, de difficultés financières et d'un enchevêtrement de secrets qui a finalement conduit à une tragédie inimaginable. La conclusion officielle d'un double homicide-suicide peut apporter un certain sentiment de clôture à certains, mais les questions persistantes et les incohérences exigent un examen plus approfondi. La simple quantité d'anomalies remet en cause la rigueur et l'intégrité de l'enquête. L'idée que Kevin Sullivan puisse être impliqué est dérangeante, et même si les preuves restent circonstancielles, les éléments s'assemblent d'une manière inquiétantement cohérente. Du coup frappé à la porte à la chronologie troublante des coïncidences, les liens sont indéniables. La connexion de la famille avec le monde de la lutte professionnelle, un univers souvent enveloppé de secrets et d'intrigues, complique encore davantage le tableau. Les thèmes religieux, les sous-entendus sataniques, tout cela contribue à une narration à la fois fascinante et horrifiante. C'est une histoire qui remet en question notre perception de la réalité, nous forçant à affronter les ténèbres capables de se cacher sous la surface même des vies les plus apparemment ordinaires. Le fait que tous ces détails étranges puissent s'assembler pour former un tout cohérent est une prise de conscience effrayante. Et ainsi, nous avons tourné autour du cœur même de cette affaire, l'état mental de Chris Benoit. Il est facile de se perdre dans les théories, les complots, les tentatives de la WWE de contrôler le récit. Mais la vérité toute simple est qu'un homme souffrant d'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, n'est plus lui-même. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative dont les effets sont insidieux.
Il ne s'agit pas simplement d'oublier où l'on a posé ses clés. C'est une érosion progressive de la personnalité, du contrôle des impulsions et de la pensée rationnelle. Imaginez un délitement au ralenti de tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Nous parlons d'un homme qui, selon Sandra, empruntait des itinéraires de plus en plus bizarres, poussé par une peur primitive d'être suivi. Ce genre de paranoïa n'est pas une réaction rationnelle à la vie quotidienne. C'est le symptôme d'un esprit qui peine à appréhender la réalité. Et puis il y a les messages de Nancy, ces aperçus déchirants de leur mariage en décomposition. « Je suis fatiguée de ton comportement récent », écrivait-elle. Ce n'était pas une accusation dramatique, mais une résignation lasse face à un problème qu'elle se sentait de plus en plus impuissante à résoudre. Cela suggère un déclin progressif, un changement graduel dans la personnalité de Chris qui creusait un fossé et alimentait le ressentiment au sein de leur relation. Revenons aux preuves matérielles, les Bibles retrouvées sur les lieux. Initialement interprétées comme une touche bizarre, presque théâtrale, elles prennent aujourd'hui une signification différente à la lumière d'une possible psychose induite par l'ETC. Peut-être n'était-elle pas une mise en scène moqueuse de la foi, mais plutôt une tentative désespérée de s'accrocher à quelque chose de familier dans un esprit en train de perdre pied. Peut-être que Chris, dans un moment de désorientation, cherchait du réconfort dans quelque chose qu'il connaissait autrefois, avant d'être submergé par le chaos intérieur. Il en va de même pour les recherches apparemment aléatoires effectuées sur l'ordinateur le prophète Élie. L'histoire d'Élie ressuscitant le fils de la veuve, implorant Dieu de rendre la vie aux défunts, est un récit d'espoir et d'intervention divine. Mais dans le contexte de la tragédie des Benoît, cela devient tragiquement ironique. Une parodie morbide de ce que Christ cherchait peut-être précisément. Un moyen d'annuler ce qu'il avait fait. Puis il y a la réaction initiale de la WWE. L'effacement rapide de Chris Benoît de leur histoire, les tentatives étranges de le peindre comme un monstre. Tout cela relève clairement d'une gestion de crise. Une entreprise confrontée à une responsabilité juridique potentielle et à un coût terrible porté à sa réputation fera tout ce qui est en son pouvoir pour détourner les soupçons. Elle cherche à présenter un méchant sans nuance, dont les actes seraient purement malveillants, plutôt qu'un homme aux prises avec une affection médicale dévastante. Mais ce récit ne résiste pas à l'analyse. Il est trop simpliste, trop commode. Il ignore la montagne de preuves indiquant qu'un homme voyait son esprit se détériorer rapidement. Les déclarations de Matthew Greenberg, l'individu ayant mis à jour la page Wikipédia avec des détails sur la mort de Nancy plusieurs heures avant que l'information ne devienne publique. And it was from Chris's phone. And it said, the dogs are in the enclosed pool area. Comment a-t-il pu obtenir ces informations aussi rapidement? Et quel était son lien avec la WWE? Le fait qu'il habitait à seulement 1 minute du siège de l'entreprise ne fait qu'approfondir le mystère. Les discussions en ligne datant du 24, où des utilisateurs spéculaient déjà que Chris était responsable, suggèrent une tentative concertée de façonner le récit, d'anticiper toute tentative de présenter Chris comme autre chose qu'un meurtrier. Cela soulève une question cruciale. Quelqu'un au sein de la WWE avait-il connaissance préalable des événements? Et si oui, quel était son motif? S'agissait-il simplement de protéger la réputation de l'entreprise ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Le fait que l'autopsie ait révélé la présence d'ETC complique encore davantage le tableau. C'est une preuve essentielle qu'on ne peut ignorer. Elle fournit une explication plausible au comportement erratique de Chris, à sa paranoïa et à ses accès de violence croissants. Elle suggère que ces actes n'étaient pas nécessairement motivés par la malveillance, mais plutôt par les conséquences tragiques d'une affection médicale débilitante. Cela soulève également de graves questions quant à la responsabilité de la WWE envers la santé et le bien-être de ses artistes. Les lutteurs subissent régulièrement des traumatismes physiques violents, encaissant d'innombrables chocs à la tête. L'entreprise aurait-elle dû mettre en place des protocoles de sécurité plus stricts? Aurait-elle dû offrir un soutien psychologique plus complet? Ce sont là des questions qui méritent d'être posées et auxquelles il faut répondre. L'affirmation de Sandra selon laquelle Chris a totalement perdu connaissance est glaçante. Elle évoque une perte totale de lucidité, une déconnexion temporaire avec la réalité. C'est un scénario qui correspond aux symptômes de l'ETC, épisode de confusion, désorientation, voire amnésie temporaire. Cela offre une explication terrifiante à la manière dont un homme aurait pu commettre des actes indicibles sans en garder le moindre souvenir. C'est une perspective véritablement effrayante. Il est également essentiel de ne pas oublier l'immense pression que subissent les catcheurs professionnels. Ce sont des artistes, mais aussi des athlètes, qui évoluent sous les feux impitoyables des projecteurs et doivent offrir des performances spectaculaires,
soir après soir. Les déplacements incessants, l'emploi du temps éreintant, l'usure physique, tout cela contribue à une existence stressante et souvent solitaire. C'est un univers où les frontières entre fiction et réalité peuvent devenir floues, où la pression de maintenir une image surhumaine pèse lourdement sur la santé mentale. Des questions restent sans réponse. Pourquoi certains éléments de preuve n'ont-ils jamais été soumis à des tests ADN? Que s'est-il exactement passé lors de cet ultime et terrifiant appel téléphonique avec Chavot? Et qui est responsable des blessures visibles sur Nancy dans ces photos troublantes? Ces questions méritent d'être posées, non seulement pour apporter un apaisement aux familles concernées, mais aussi pour jeter la lumière sur les aspects les plus sombres de l'industrie du catch professionnel. Peut-être la leçon la plus importante à tirer de la tragédie de Benoît est-elle l'importance de la pensée critique. Il est facile d'accepter les récits tels qu'ils nous sont présentés, surtout lorsqu'ils proviennent d'autorités reconnues. Mais il est essentiel de remettre ces récits en question, d'examiner les preuves avec discernement et d'oser défier les idées reçues. Dans cette affaire, les rapports officiels regorgeaient d'incohérences et d'omissions. À bien des égards, ils constituaient une tentative délibérée de dissimuler la vérité. Cela nous rappelle avec force que nous devons toujours rester vigilants et ne jamais accorder aveuglément notre confiance à ceux qui détiennent le pouvoir. Et surtout, n'oublions jamais qu'il s'agit d'une tragédie impliquant de vraies personnes. Derrière les personnages surdimensionnés se cachaient des familles, des amis, des proches qui ont enduré une souffrance incommensurable. Il est important d'aborder cette histoire, d'en discuter et d'en tirer des enseignements, mais il est tout aussi crucial de le faire avec respect et empathie. Cherchons à comprendre, non à condamner. Recherchons la vérité, plutôt que de propager la désinformation. Et n'oublions jamais le prix humain de cette tragédie dévastatrice. N'oublions jamais le prix humain de cette tragédie dévastatrice. Les interrogations entourant les actes de Chris Benoît continuent de hanter les esprits, non pas simplement comme une affaire sensationnelle relayée par les médias, mais comme le portrait bouleversant d'un homme apparemment broyé par une accumulation de pression, potentiellement par une affection médicale tragique. Aujourd'hui, un nouvel élément vient bouleverser le récit. Des images inédites, censées montrer des instants précédant les événements horribles du 24 juin 2004. Il ne s'agit pas ici de simples spéculations ou conjectures, mais de preuves visuelles aussi fragmentaires et troublantes soient-elles, qui exigent d'être examinées. La diffusion de ces images provoque déjà des remous de stupeur et suscite un regain d'attention critique, alimentant les débats sur la responsabilité de la WWE, la nature de l'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, et la notion même de responsabilité dans le monde du catch professionnel. Ces séquences sont granuleuses, incomplètes et difficiles à interpréter pleinement. Elles semblent provenir d'une caméra de sécurité, probablement située dans la maison des Benoît. On y voit brièvement Chris Benoît en interaction avec sa famille, ainsi que des instants cruciaux où il manifeste un comportement erratique et une agitation inhabituelle. Bien que l'authenticité de ces images soit encore en cours de vérification par des experts, un processus rendu complexe par leur piètre qualité et leur possible manipulation, les premières réactions de ceux qui les ont visionnées sont accablantes. Beaucoup décrivent un malaise profond, l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Un journaliste spécialisé dans le catch, ayant vu un extrait préliminaire, les a qualifiés de « fenêtre ouverte sur un esprit ». Taken a little longer than I thought it should take, but then she came running out the door, screaming that Daniel's dead. Il ne s'agit pas ici de sensationnalisme, mais de compréhension. Si ces images s'avèrent authentiques, elles pourraient offrir des indices essentiels sur l'état mental de Chris Benoît dans les heures précédant la tragédie. Elles pourraient fournir une preuve tangible soutenant l'hypothèse selon laquelle ces actes ne résultaient pas uniquement d'une intention malveillante, mais d'une conséquence horrifiante d'une détérioration neurologique. L'encéphalopathie traumatique chronique, OTC, maladie dégénérative du cerveau causée par des traumatismes crâniens répétés, est de plus en plus suspectée d'avoir joué un rôle majeur dans le comportement de Benoît. Les chocs subis tout au long d'une carrière de catcheur, les piles rivers, les suplexes, les chutes répétées, ont sans aucun doute laissé des séquelles sur son cerveau. C'est une réalité brutale de ce milieu, souvent occultée au nom du divertissement. La date de diffusion de ces images n'est pas anodine. Elle intervient à un moment où les appels à renforcer la sécurité des athlètes et le soutien en santé mentale au sein de la WWE gagnent en intensité. Depuis des années, les critiques soulignent l'insuffisance des protocoles mis en place par la société pour protéger ces catcheurs des dangers physiques et psychologiques liés à leur métier. La tragédie de Benoît avait servi de rappel brutal des conséquences possibles, mais n'avait pas nécessairement conduit à des changements significatifs.
Les catcheurs continuent d'encaisser des coups violents presque chaque soir, souvent avec une protection minimale et un suivi médical insuffisant. La pression de performer, de divertir, de résister, l'emporte trop souvent sur les préoccupations liées à la santé à long terme. Ces nouvelles images ravivent les questions sur la responsabilité de la WWE. L'entreprise avait-elle l'obligation de reconnaître et de traiter la détérioration de la santé mentale de Chris Benoit? Y avait-il des signes avant-coureurs ignorés ou minimisés? La WWE a-t-elle privilégié le spectacle au détriment du bien-être de ses artistes? La société affirme constamment qu'elle ignorait l'ampleur des difficultés de Benoit, mais la publication de ces images risque de relancer vivement le débat et d'entraîner de nouvelles investigations juridiques. Il est essentiel de garder à l'esprit l'immense pression pesant sur les épaules des catcheurs professionnels. On attend d'eux qu'ils incarnent des figures surhumaines, alliant force, charisme et prouesse athlétique. Les exigences sont incessantes, le calendrier épuisant, et la surveillance médiatique intense. Les déplacements constants, les performances exigeantes et l'isolement inhérent à ce mode de vie. La vie sur la route peut avoir un impact considérable sur la santé mentale. Les frontières entre la performance et la réalité deviennent souvent floues, et la pression de maintenir une image publique peut devenir écrasante. Pour quelqu'un comme Chris Benoit, un performeur réputé pour son intensité et son dévouement, cette pression d'être toujours à la hauteur aurait pu être particulièrement dévastatrice. Les questions sans réponse entourant la tragédie des Benoit demeurent profondément troublantes. Pourquoi certains éléments de preuve n'ont-ils jamais été soumis à des analyses ADN? Que s'est-il exactement passé lors de cet ultime et effroyable appel téléphonique avec Chavot? Et qui était responsable des blessures visibles sur Nancy dans ces photos choquantes? Ce sont là des questions qui méritent d'être résolues, non seulement pour offrir un apaisement aux familles concernées, mais aussi pour faire la lumière sur les aspects les plus sombres de l'industrie de la lutte professionnelle. Les nouvelles images ne répondent pas directement à ces interrogations, mais elles ajoutent une couche supplémentaire de complexité, suggérant une séquence d'événements chaotiques et perturbantes. Elles nous incitent à revoir ce que nous pensions savoir et à affronter les vérités inconfortables du monde de la lutte professionnelle. La diffusion de ces images nous oblige également à réfléchir au rôle de l'esprit critique dans notre compréhension de cette tragédie. Il est facile d'accepter les récits tels qu'ils nous sont présentés, surtout lorsqu'ils proviennent d'autorités ou de personnes ayant des intérêts particuliers. Mais il est essentiel de remettre en question ces récits, d'examiner les preuves avec discernement et d'oser défier les idées reçues. Dans ce cas précis, les rapports officiels étaient truffés d'incohérences et d'omissions, laissant penser à une tentative délibérée de dissimuler la vérité. Cela constitue un rappel brutal. Nous devons toujours rester vigilants et ne jamais accorder aveuglément notre confiance à ceux qui détiennent le pouvoir. Ces nouvelles images renforcent cette nécessité impérieuse. Elles exigent que nous examinions scrupuleusement les éléments disponibles et que nous tirions nos propres conclusions. Le coût humain de cette tragédie dépasse largement les seules familles directement touchées. C'est une perte pour toute la communauté de la lutte, une tache sur la réputation de l'industrie. C'est un rappel douloureux de la fragilité de l'esprit humain et des conséquences dévastatrices d'une pression sans frein et d'un manque de soutien adéquat. Ces nouvelles images ne sont pas simplement un spectacle à consommer. Elles constituent un catalyseur de changement, un appel à plus de transparence et de responsabilité. Elles offrent une opportunité d'apprendre du passé et de créer un environnement plus sûr et plus solidaire pour les lutteurs professionnels. En définitive, l'héritage de la tragédie de Chris Benoit devrait être celui d'une prise de conscience, de compassion et d'un engagement ferme à protéger le bien-être des athlètes. C'est un moment qui exige une profonde réflexion, nous obligeant à affronter les vérités dérangeantes du monde de la lutte professionnelle et à œuvrer pour un avenir où la santé et la sécurité des artistes passent avant tout. Ces nouvelles images soulignent l'urgence de cette mission et nous poussent à nous demander, que pouvons-nous faire pour garantir qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais? C'est une question difficile, mais c'est une question à laquelle nous devons répondre si nous tenons véritablement à la vie et à la